on descendait et plus il faisait sombre. Et ça craquait de partout. On avait la sensation de tomber en chute libre, dans le noir, à la vitesse d'un missile. Le charbon, chronique de la fin d'une époque. Et puis on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de bruit, on s'aperçoit qu'il y a de la poussière, qu'il fait de plus en plus chaud. La révolution industrielle est un monstre qui se nourrit de charbon. Pour les États qui le produisent en grande quantité, c'est un gage de richesse et de puissance. La clé de la prospérité et de la mobilité. Mais aussi un facteur de guerre et de destruction. S'enfoncer dans les profondeurs, c'était à la fois aller vers les trésors du sous-sol, mais aussi descendre en enfer. Le charbon, la lente chute d'un empire. Les terrils du nord de l'Europe, ils sont comme des monuments du progrès, à la fois symboles d'espoir et témoins de catastrophes. Un matin de mars 1906, les Gueules Noires prennent la relève à la mine de Courrières dans le Pas-de-Calais. Ils sont plus de 1400. L'Europe est encore en pleine révolution industrielle. Les États-nations ont besoin de charbon, de beaucoup de charbon. Alors on ferme les yeux sur les dangers liés à son extraction, et dans la mine, les ouvriers sont livrés à eux-mêmes. Le jour de la catastrophe, le 10 mars 1906, on comprend tout de suite que la situation est extraordinairement grave. Et dans un premier temps, les familles sont tenues à l'écart. Ce qui explique toutes ces photos poignantes dont nous disposons aujourd'hui, avec des femmes en particulier qui réclament des nouvelles de leurs enfants, de leurs grands-fils, de leurs maris qui ne sont pas remontés. Les équipes de secours descendent immédiatement comme elles le peuvent. Et la problématique qui va être mise à jour immédiatement, c'est que les équipes de sauveteurs qui sont sur place n'ont aucun moyen d'accéder, de progresser dans des galeries qui sont complètement remplies de gaz. Les équipes de secours chargées de venir en aide aux mineurs pris au piège avancent péniblement. Sur place, les sauveteurs sont complètement débordés. En Allemagne, dans la région de la Ruhr, la presse allemande diffuse la nouvelle. 25 mineurs se mettent aussitôt en route. Ils disposent d'équipements spécialisés, des appareils respiratoires modernes. On est alors au sommet de l'hostilité entre la France et l'Allemagne. Depuis la guerre de 1870, on parle même d'ennemis héréditaires. Mais cette hostilité est reléguée au second plan. On a là des mineurs qui réagissent vite et se mettent en route sans se poser de questions. Cet élan de solidarité va faire grincer des dents, surtout côté allemand. En 1906, la France et l'Allemagne sont deux États voisins au bord de la guerre. Or, le charbon est le moteur principal de l'armement.
sent bien que la possibilité d'un conflit existe. D'où ce militantisme, d'où cette volonté de mettre en avant quelque chose qui existe au fond entre les territoires allemands et les territoires français. Le charbon, c'est le même, le gisement, c'est le même. Les mineurs sont les mêmes. Les mineurs français utilisent d'ailleurs toute une série de mots dont on croit bien qu'ils ont, depuis toujours, qu'ils ont une consonance germanique. Quand on appelle Esclite le premier traîneau des mineurs du nord de la France, on pense en France à un mot alsacien qui est la Schlitt, qui est une forme de traîneau destiné à transporter le bois. Je crois bien qu'on trouvera assez facilement dans ce mot-là une racine allemande. Une fois arrivés à Courrières, les Allemands parviennent à progresser dans les galeries emplies de gaz grâce à leurs masques à oxygène. Ils n'y trouveront que des cadavres, mais la valeur symbolique de leurs gestes marquera durablement les esprits. Effectivement, une situation politique extrêmement compliquée à ce moment-là, puisque si sur le plan politique, les choses sont parfois un petit peu compliquées, entre mineurs, il y a une solidarité avant tout. Et on est là pour répondre à cet appel. Sur le terrain, très compliqué. L'explosion qui s'est produite à Courrières reste la pire catastrophe minière de l'histoire de l'Europe. 1099 mineurs y ont perdu la vie, dont 122 âgés de moins de 16 ans. Les photos de Courrières font le tour du monde. Elles évoquent immanquablement le roman d'Émile Zola, Germinal, paru près de 30 ans auparavant. Ce roman, surtout dans sa dernière partie, est peuplé de catastrophes. Grève, forcément, et faim, misère, pauvreté, catastrophe. En 1906, l'accident de Courrières va provoquer une forme de piqûre de rappel. Et l'impression générale, ce sera « Ah mais finalement, Zola avait tout prévu ». Et on a l'impression de revivre Germinal à une époque où pourtant les choses étaient en train de s'améliorer très largement. Mais Courrières, c'est Courrières, et 1099 morts, eh bien c'est une réalité. Le retour au pays de l'équipe de sauveteurs allemands est exploité par l'empereur Guillaume II, qui décide de récompenser ses mineurs. Cet événement a donné lieu à une forme de propagande dans l'Allemagne impériale. Les photographes s'en sont donnés à cœur joie, avec le Kaiser à cheval passant en revue les troupes de sauveteurs allemands. Il leur serre la main de haut, sans descendre de sa monture, afin de bien marquer la hiérarchie. Ces images se sont naturellement répandues à travers la presse. Et assez rapidement, c'est tout un nouveau discours qui s'est imposé. L'idée était devenue que si les secouristes allemands étaient allés en France, c'était pour montrer à ces Français comment on s'y prend. On peut donc parler ici d'un détournement de la mission de sauvetage qui n'avait certainement pas été pensé dans cet esprit. La catastrophe de Courrières nous rappelle que l'extraction du charbon est une entreprise hasardeuse. Elle témoigne aussi d'une solidarité entre mineurs, par-delà les frontières. En plongeant à 1000 mètres dans les entrailles de la terre, l'homme brave tous les dangers pour s'approprier ce trésor. Le charbon, c'est un peu comme la lampe merveilleuse d'Aladin, une lampe dont personne ne sait exactement ce qu'elle recèle. C'est pareil avec le charbon. Il a toujours été là, utilisé depuis toujours en petite quantité, mais personne ne savait ce qu'il contenait. Mais où et quand commence la fabuleuse histoire du charbon? Et comment l'homme a-t-il compris ce que ce matériau renfermait?
Les Romains déjà connaissaient la houille, dont ils se servaient pour se chauffer et travailler les métaux. Mais ce savoir a disparu en Europe au cours du Moyen-Âge. C'est une série de hasards qui va remettre l'homme sur la piste de cette précieuse roche noire. Une légende raconte que des hommes auraient trouvé de petits cailloux noirs qui, mis au feu, se mettaient à brûler et rougeoyer. C'est l'œuvre du diable. Reste ici. Ne t'approche pas. Ce sont les flammes de l'enfer. Quel sentiment va l'emporter? La crainte ou la curiosité? Je ne sais pas si ça fait peur. En fait, nous, on se pose toujours la question de savoir si l'inconnu n'intrigue pas et n'intéresse pas justement parce qu'on ne sait pas. C'est le mystère qui ne fait pas forcément peur, mais on veut savoir, on veut découvrir. Si une partie de la houille affleure à la surface, cela tient tout simplement aux conditions géologiques de sa formation. Il y a 300 millions d'années, règne en Europe un climat de type subtropical. De vastes forêts marécageuses apparaissent et sont régulièrement inondées. La végétation dépérit et elle est engloutie par une couche de boue et de roches. Puis, une nouvelle forêt pousse à sa place, avant d'être à son tour inondée. Le phénomène se répète inexorablement, entraînant la formation de tourbes, de lignites, puis de houilles. Plus d'une centaine de couches sédimentaires s'accumulent ainsi. Le phénomène des failles tectoniques fait que certaines de ces strates se sont redressées ou rompues. Et dans le cas précis de la Ruhr, la couche de houille s'est relevée jusqu'à affleurer à plusieurs endroits. C'est ce qui a permis à l'homme de la trouver en plein air. Au Moyen-Âge, l'homme commence à extraire la houille en creusant des tranchées. Ce travail ingrat est réservé aux plus pauvres, car le charbon est un combustible sale, qui dégage de la suie et des gaz malodorants. Ceux qui en ont les moyens lui préfèrent le bois. Passez-moi une corbeille! C'est pas possible, il y a de l'eau partout. Les hommes ne peuvent jamais creuser très profondément, car l'eau des nappes phréatiques inonde rapidement les fosses. Celles-ci sont encore visibles dans le paysage. Avec l'intensification du défrichement à la fin du Moyen-Âge, la houille prend progressivement de la valeur. Le paysage n'avait pas grand-chose à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Les descriptions que l'on retrouve notamment dans les récits de voyageurs au XVIIIe siècle évoquent une région complètement déboisée. Une grande partie des forêts avait disparu entre la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne. Le bois était alors utilisé comme combustible pour travailler les métaux, mais aussi tout simplement pour le chauffage. Un seul et même gisement de houille relie la Ruhr et la Sarre, en Allemagne, avec l'Alsace, la Belgique et même le Pays de Galles et le nord de l'Angleterre. En Grande-Bretagne, la quasi-totalité des forêts a disparu vers 1700. Exploiter la houille devient donc une nécessité. Les Britanniques maîtrisent dès le Moyen-Âge le percement de galeries horizontales pour accéder au charbon. Un travail fastidieux et périlleux. Les ouvriers progressent à la force des bras, mètre après mètre. Mais les filons découverts de cette façon se tarissent rapidement.
L'extraction du charbon à une échelle industrielle avait déjà 2 siècles d'histoire, et la plupart des filons les plus faciles d'accès avaient été épuisés. L'homme ne pouvait pas descendre indéfiniment sous terre sans avoir à relever certains défis liés au drainage, au transport et à l'énergie. Aller plus loin imposait donc de résoudre le problème des infiltrations d'eau. La solution ne pouvait passer que par une machine. La machine à vapeur apparaît en 1712. Son invention est généralement attribuée à l'anglais Thomas Newcomen. Son idée était de mettre au point un dispositif permettant de pomper l'eau qui s'accumulait au fond des mines de façon plus efficace. La machine de Newcomen était beaucoup plus performante que les systèmes de pompage de l'époque, généralement actionnés par des chevaux ou même par une roue à eau. Mais son efficacité restait très limitée. Il faut attendre les perfectionnements apportés par James Watt sur sa machine à vapeur pour que les pompes deviennent beaucoup plus performantes et fiables. Le mouvement rotatif produit par cette nouvelle machine à vapeur a ouvert le champ à un plus grand nombre d'applications. Très peu de ces machines à vapeur, reposant sur le système inventé par James Watt en 1773, fonctionnent encore de nos jours. Mais l'une d'elles se trouve en plein cœur de l'Angleterre, à Leicester. Un groupe de passionnés de mécanique l'a rénovée et remise en marche. La machine est actionnée par des cylindres à vapeur que l'on voit là-bas. Puis la force est transmise jusqu'à un balancier tout en haut qui fait tourner un vilebrequin. Chaque tour correspond à 1300 litres. C'est énorme. La première machine à vapeur a été conçue comme une simple pompe à eau. La combustion du charbon crée de la chaleur qui transforme l'eau en vapeur. Le gaz se dilate et fait pression sur un piston, convertissant ainsi l'énergie thermique en énergie cinétique. C'est une machine relativement banale et simple qui produit de la vapeur en utilisant le même charbon que celui qu'elle permet d'extraire de la mine. Le concept de la machine à vapeur est donc essentiel. C'est la condition sine qua non pour pouvoir exploiter des mines dans des zones jusqu'alors inaccessibles. Cylindres, roues et pistons sont aujourd'hui de jolies pièces de musée. Mais cette machine à vapeur, conçue dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, marque un tournant dans l'histoire du monde. La machine à vapeur est une révolution. Elle permet de ne plus dépendre de l'énergie naturelle. Et c'est ce qui en fait peut-être la plus importante invention de toute l'histoire de l'humanité. Les gisements de houille sont enfin accessibles. Fini les galeries creusées à l'horizontale dans la roche. On construit désormais des puits verticaux qui s'enfoncent dans les entrailles de la terre. De part et d'autre de ces puits, différentes galeries permettent d'accéder aux veines de houille. L'eau qui s'accumule dans le fond est pompée par la machine à vapeur. Ce processus reste pratiquement inchangé à ce jour. Le charbon des filons est abattu manuellement. En l'absence de machines, au XVIIIe et XIXe siècle, cette opération se fait à la pioche. En plus du drainage, l'autre problème que pose l'extraction de la houille, c'est la nécessité d'avoir un air de qualité dans la mine et de ventiler les puits. On a donc installé de grands ventilateurs en surface qui envoyaient de l'air dans la mine, apportant de l'oxygène aux ouvriers, tout en éliminant les gaz toxiques issus du processus d'extraction. Au fond de la mine, il règne une température de 50, voire 60 degrés. Une vraie fournaise, irrespirable, qui impose d'acheminer l'air frais.
C'est ce qu'on appelle l'aérage. L'air vicié est évacué par une cheminée d'aspiration, au sommet de laquelle un feu ou des ventilateurs servent à créer une dépression. Cette différence de pression fait pénétrer l'air du dehors dans le réseau de galeries grâce à un puits parallèle. Des portes d'aérage assurent la ventilation de l'ensemble des parties souterraines. Ce système est toujours celui utilisé à ce jour. L'invention de ces techniques fait de la Grande-Bretagne une superpuissance économique sans rivale au XVIIe et XVIIIe siècle. De nombreux facteurs ont contribué au développement de la révolution industrielle, en particulier en Grande-Bretagne. L'un d'eux est la stabilité politique du royaume. Les diverses guerres qui font rage à l'époque ont toutes lieu sur le continent. La géographie du pays joue aussi un rôle important. C'est une île, et l'accès au littoral ainsi qu'aux cours d'eau facilite le transport des matières premières. Et il y a l'aspect juridique. La réglementation britannique protège les brevets. Les ingénieurs et les inventeurs sont donc en position de force et beaucoup plus libres de créer de nouveaux concepts. Les mines se multiplient à travers le Royaume-Uni. Si l'entreprise est lucrative pour ceux qui vivent à la surface, les conditions de travail sont inhumaines pour ceux que l'on envoie au charbon. Dans cette organisation, toute la famille travaillait à la mine. Le père abattait le charbon et la mère aidait à le charger dans des bennes ou des wagonnets que les enfants tiraient et poussaient jusqu'au fond du puits. Les plus jeunes, d'environ 6 ans, étaient affectés aux portes d'aérage. Ils devaient guetter à l'oreille le passage d'une benne, puis ouvrir la porte et la refermer immédiatement. C'est tout ce qu'ils avaient à faire. 12 heures par jour, 6 jours par semaine, sans même une chandelle pour s'éclairer, car les chandelles étaient payantes. Ces portes étaient un élément essentiel du système de ventilation. Elles servaient à garantir que l'air soit bien renouvelé partout. La fonction de portier était donc vitale, mais aussi sans doute extrêmement intimidante. En 1838, un terrible accident s'est produit dans notre village de Silkstone, la catastrophe du puits de Huskar. 26 enfants sont morts noyés. Il pleuvait très fort. Un cours d'eau s'est mis à déborder et à inonder la salle des machines, puis à s'engouffrer dans la mine. On peut imaginer comme ces enfants qui travaillaient des heures dans le noir ont pu être terrifiés. Le surveillant leur avait dit de ne pas bouger, mais ils ont eu si peur qu'ils ont essayé de s'enfuir et sont arrivés jusqu'aux portes d'aérage. Sur une quarantaine d'enfants, certains ont réussi à sortir par un petit tunnel qui débouchait dans un bois, mais 26 ont été pris au piège et surpris par la montée des eaux. Ils se sont écrasés contre les portes et sont morts noyés. En 1842, une loi a interdit aux femmes de tout âge, ainsi qu'aux enfants de moins de 10 ans, de travailler dans les parties souterraines de la mine. Ce qui veut dire qu'un garçon de 10 ou 11 ans pouvait encore être envoyé au fond. La mine restera longtemps un lieu de travail aux conditions extrêmement dures. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a de vraies ressemblances entre les régions, ainsi qu'entre les conditions de vie des mineurs. Les dirigeants ont eux aussi des façons similaires de penser, et l'on retrouve partout la même gestion autoritaire dans les mines. La mine de Prosper Aniel à Bottrop, dans la Ruhr, en Allemagne. Quelques 2600 gueules noires y extraient 2,5 millions de tonnes de houille chaque année. Cette exploitation est considérée comme la plus moderne au monde et fait la fierté de l'entreprise et de ses collaborateurs.
Nous sommes ici au poste de contrôle, d'où sont pilotées toutes les opérations d'extraction de la mine de Zollverein. Voici notre fleuron. 4 mètres de houille, 1100 kilos extraits à chaque mètre. C'est un processus complexe, car on a des conditions géologiques assez délicates, et surtout une présence de méthane, CH4. C'est donc une machine entièrement automatique qui opère dans la taille. Ce qui signifie que tout ce que fait la haveuse chargeuse est commandé depuis ce poste. Il s'agit là d'une exploitation high-tech. On n'a plus de mineurs qui abattent le charbon à la pioche, mais des techniciens qui actionnent des boutons et des automatismes. Sur le front de taille, le rabot tourne à un train d'enfer et dans un bruit assourdissant. Mais tout cela est piloté par des interrupteurs. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce poste de contrôle situé en surface, à Prosper Aniel, pourrait tout aussi bien commander n'importe quelle autre mine dans le monde, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud ou en Turquie. C'est juste une question de transmission de données. Pour moi, c'est bon. Les flux sont OK. Il faut balancer l'eau en haut, au niveau de l'entraînement auxiliaire. On a moins de 20 litres, le convoyeur ne peut plus avancer. Et merci de rincer le filtre à eau. Travailler à 1,5 km sous terre n'est jamais complètement anodin. Il faut faire un peu attention. Là, on se trouve dans une galerie avec un soutènement. On est en sécurité. Mais dès qu'on arrive à un endroit où on n'a plus rien au-dessus de la tête, il ne faut plus avancer. Ça reste dangereux. Les gueules noires d'aujourd'hui ne sont plus haveurs ou porions, mais plutôt électroniciens, mécatroniciens ou logisticiens. La plupart gardent un souvenir très précis de leur première descente. La première fois que je suis descendu dans la mine, j'ai été surpris par les dimensions des lieux. C'était immense et lumineux. On a continué à s'enfoncer et ça devenait de plus en plus étroit, plus sombre et plus chaud. Et là, j'ai commencé à moins faire le fier. Je me suis dit, mon vieux, tu es bien sûr que c'est ça que tu veux? Et la réponse était non. Au tout début, quand on arrive sur place et que tout se met à craquer, à faire du bruit et de la poussière, franchement, ça fiche la trouille. Ça fait peur parce qu'on est face à quelque chose d'inconnu. Je suis rentré en rampant à plat ventre et à un moment, je me suis retrouvé coincé, incapable de bouger. Là, la peur vous prend aux tripes. Mais j'ai tenu bon. C'était la première fois que j'éprouvais ce sentiment de claustrophobie. Je n'oublierai jamais ça. Je me suis dit, eh merde. Le site de Prosper Aniel doit son nom à l'un des pionniers de l'industrie minière en Allemagne, Franz Aniel. Au début de la révolution industrielle, tout est encore bien loin d'être rodé. Quand on essaie de regarder à droite à gauche s'il n'y aurait pas un peu de charbon dans le sol, c'est tout un investissement. Il fallait donc un capital de départ. Ce sont des familles comme les Haniel, les Krupp, puis les Heusen et les Jacobi qui vont réaliser ces investissements, sachant qu'elles ont les moyens de faire une erreur et sont capables d'essuyer des pertes puis de se relever, jusqu'au jour où Franz Haniel parvient à transpercer la couche marneuse qui retenait l'eau. Et c'est là que tout commence. Les chevalements de mines deviennent le symbole triomphant d'une ère nouvelle. Ils sont la clé qui donne accès au trésor du sous-sol. À partir du milieu du 19e siècle, l'Europe est en proie à une véritable fièvre du charbon, comparable à la ruée vers l'or.
Mais ces installations sont extrêmement coûteuses. Qui peut bien mettre une fortune pareille pour creuser un trou dans le sol? Les archives de la mine de Bochum renferment un trésor unique. J'ai sous les yeux un très précieux album de photos qui contient les portraits de tous les principaux entrepreneurs du secteur minier à l'époque de l'industrialisation de la Ruhr. C'est un document historique tout à fait exceptionnel qui nous permet de mettre un visage sur le nom de tous ces grands chefs d'entreprise. Ils sont plusieurs dizaines, issus de la petite ou de la moyenne bourgeoisie, à avoir tenté leur chance. Ces hommes ont transformé le cours de l'histoire universelle. On a de nombreux exemples d'entreprises ayant échoué, notamment la mine Hannover de Bochum, dont les 3 premiers exploitants ont tous fini par faire faillite. Le frère du premier ira même jusqu'à se suicider, incapable de faire face à cet échec. On trouve aussi une quantité d'hommes courageux, prêts à prendre des risques, qui se disent « Allons-y, essayons de créer une entreprise pour exploiter cette mine ». Au point qu'on pourrait comparer la Ruhr de l'époque à une sorte de Silicon Valley, c'est-à-dire une zone qui attire un grand nombre de créateurs, plein d'audace et d'esprit d'entreprise. À une centaine de kilomètres au nord de Bochum, Ibbenbüren abrite l'autre grande mine de houille encore active en Allemagne en 2018. Inaugurée au milieu du 19e siècle, elle produit un anthracite de première qualité. Juste derrière le site se trouve une centrale électrique à charbon. L'anthracite y est brûlé pour produire de l'énergie via une turbine et un générateur. Le charbon offre d'énormes possibilités, à la fois sur le plan matériel et scientifique. Mais plus le potentiel est grand, plus il se prête à des applications positives ou au contraire destructrices. On s'en aperçoit très vite au XIXe siècle. Le charbon permet de faire fonctionner les machines à vapeur, de produire du gaz et d'ouvrir la voie à l'industrie chimique. Il permet en définitive tout ce que nous associons à la modernité. Pour rendre tout cela possible, il y a les coqueries qui permettent la transformation du charbon non destiné à la production d'énergie. La houille est portée à une température de près de 1300 degrés dans un four à coke. À l'issue de l'opération, ne reste plus que le coke et le gaz de coquerie. Voilà à quoi ressemble le coke, notre principal produit. On peut l'assimiler à une sorte de carbone confit, auquel la cuisson confère une certaine porosité. On l'ajoute au minerai de fer dans les hauts fourneaux, où il sert de combustible à une réaction chimique qui permet de réduire le minerai de fer en fonte. 77 à 80% du charbon est transformé en coke. Le reste, ce sont les matières volatiles, des sous-produits très précieux que l'on sait bien valoriser. Le charbon permet de produire le gaz qui servait autrefois à l'éclairage public. Il fournit également des matières premières à l'industrie chimique. Ces éléments volatiles entrent dans la composition du plastique et même la médecine moderne profite du précieux combustible noir. Les chimistes ont essayé d'explorer tout le potentiel du charbon et se sont vite rendus compte qu'on pouvait s'en servir pour fabriquer des médicaments, l'aspirine par exemple. Cela ne tombe pas du ciel, bien sûr, c'est le résultat d'un processus de recherche. Mais les premières découvertes qui vont rendre ce développement possible remontent aux années 1850.
Mais ce ne sont là que des sous-produits, pratiquement considérés comme des déchets par les spécialistes. Ce que l'extraction du charbon permet surtout de fabriquer, c'est de l'acier. Partout en Europe, les régions minières voient apparaître des aciéries. L'industrie du charbon et la sidérurgie marqueront les 19e et 20e siècles. L'acier seul n'aurait pas suffi. La machine à vapeur et le charbon non plus. Cette évolution est le résultat de plusieurs facteurs combinés. À commencer par le fait que le charbon était une source d'énergie très supérieure aux autres, du point de vue de la densité. Pour obtenir la même densité énergétique avec du bois, il en faudrait des quantités énormes, de quoi charger des trains entiers. Si l'on regarde le tableau dans son ensemble, je trouve que le hasard a vraiment bien fait les choses pour l'histoire de l'industrialisation, en permettant à toutes ces avancées de se produire en même temps. 200 ans plus tôt, l'Europe était exclusivement composée d'États agraires. Mais la production du charbon change complètement la donne et l'on voit émerger des pays industrialisés dont la richesse et la puissance dépendent des quantités extraites. En Grande-Bretagne, se prépare une nouvelle invention révolutionnaire. Pour améliorer le transport de grandes quantités de ce charbon devenu indispensable, les ingénieurs britanniques inventent une nouvelle machine à vapeur montée sur des roues. Il apparaît rapidement que cette machine pourrait servir à transporter d'autres produits et marchandises, et ce, en un temps très court. Cette idée se répand à travers toute l'Europe. Elle fait prospérer le commerce, le carburant du capitalisme moderne. L'arrivée du chemin de fer transforme radicalement les économies et les conditions de la vie sociale. Elle élargit les horizons, car le train peut aussi transporter des passagers. En quelques heures, on relie Paris à la côte et en quelques minutes, on sort de la ville pour se retrouver en pleine forêt. Tout ce qui était autrefois hors de portée devient accessible. Au tournant du siècle, les voyageurs peuvent se rendre d'un bout à l'autre de l'Europe. C'est quelque chose d'exaltant. La révolution industrielle, le charbon et la machine à vapeur ont transformé notre rapport à l'espace de deux façons. D'une part, en nous permettant de voyager plus loin, et d'autre part, en nous permettant de recruter des travailleurs venus de régions éloignées. C'est quelque chose de très important quand on y réfléchit. Voilà que des ouvriers venus de Silésie arrivaient dans la Ruhr. Avant le chemin de fer et les moyens de transport modernes, c'était pratiquement impossible. Tout à coup, ces travailleurs avaient la possibilité d'immigrer. En l'espace de 30 ans, le charbon va tout changer. L'évolution se produit à un rythme effréné. Les bouleversements sont immenses. Un gigantesque pôle industriel se crée au milieu du 19e siècle. Toutes les régions productrices de charbon sont concernées simultanément, de la Ruhr allemande au Pas-de-Calais et jusqu'au nord de l'Angleterre. L'énergie que déploie le charbon permet d'effectuer des tâches qui auraient été impossibles, même avec plusieurs millions d'hommes, comme la fonte du fer en grande quantité. L'utilisation du charbon rend caduques des limites posées à l'homme depuis plusieurs milliers d'années. Ces transformations ont permis d'énormes progrès sociaux. Imaginez qu'autrefois, quand on voulait lire après la tombée de la nuit, il fallait une bougie, ce qui avait un certain coût. L'apparition de l'éclairage dans les foyers a apporté un bien-être considérable, jusque dans les milieux les plus modestes. Les anciennes régions agricoles voient naître d'immenses villes. Cet enchevêtrement de mines et d'usines servira de berceau à l'Europe
Prenez une région de quelques milliers d'habitants dans les années 1850-1860. 50 ans plus tard, sa population est d'1 ou 2 millions. Et la plupart d'entre eux sont des immigrés. Les contemporains comparent cette situation à la conquête de l'Ouest américain. Ceux qui voulaient avoir une vie meilleure devaient émigrer aux États-Unis. Mais la traversée coûtait relativement cher. La Ruhr, mais aussi la Sarre, font alors figure de Californie allemande. C'est vrai également pour certaines régions de France. Toutes ces destinations sont devenues, en un sens, l'Amérique du pauvre, une Amérique abordable. Les bassins industriels se peuplent de nouveaux habitants venus de toute l'Europe. La société de masse moderne est née. On peut considérer que la période autour de 1900, ce qu'en France on appelle la Belle Époque, est l'apogée du charbon, l'apogée de la société minière, et que dans ce monde-là, le charbon est quelque chose d'emblématique. Le fait que lors de l'exposition universelle de 1900 à Paris, toute une section soit consacrée au charbon. On a même reproduit pour l'essentiel une fosse de mine à Paris. Le fait qu'on ait pu organiser cette exposition et donner une telle place au charbon est emblématique d'une époque dans laquelle règne une forme d'optimisme. Le progrès, c'est le charbon, c'est le progrès. C'est un monde qui s'ouvre, dans lequel on se déplace grâce au charbon. Ce progrès profite avant tout à la bourgeoisie, industriels, médecins, juristes, ingénieurs et techniciens. Entre 1890 et 1913, ces élites connaissent une prospérité sans précédent. C'est l'époque où l'on découvre la consommation et les loisirs, où l'on savoure une liberté nouvelle et où l'on s'affranchit des contraintes et carcans hérités du passé. Pour la première fois, ces privilégiés peuvent se poser des questions telles que « Qui suis-je ? Et comment ai-je l'intention de vivre ma vie ?» Mais la prospérité a un prix. L'industrialisation, ça veut dire travailler dans un environnement avec un cadre à respecter, avec des horaires à respecter, avec des lieux à respecter également, des horaires, des cadences, une technicité à avoir qui n'était pas forcément celle d'avant, et tout cela en lien avec des machines et avec un système de production. Les horloges et les machines règnent désormais en maître sur la vie des hommes. Cela vaut surtout pour la classe ouvrière. Les travailleurs affectés aux machines passent 10 heures par jour à l'usine, 6 jours par semaine. Le travail occupe une place de plus en plus importante, avec des exigences et des cadences toujours plus contraignantes. Ce qui s'impose, c'est la méthode d'un ingénieur, qui observe chaque tâche individuelle, chronomètre à la main, et se demande comment arriver à faire faire aux ouvriers le geste précis que la machine attend d'eux, à un instant T. L'homme ne doit surtout plus avoir à réfléchir. Tout au long du 19e siècle, alors que les ouvriers affluent en masse vers les usines, car il faut bien qu'ils vivent de quelque chose, on va s'efforcer de les contraindre aux cadences des machines. Et c'est l'une des raisons qui font qu'on parle d'une sorte de mécanisation et de déshumanisation. L'homme fait désormais partie d'un dispositif technique nécessairement aliénant. Derrière les machines s'affaire une armée d'ouvriers de l'industrie. La nouvelle économie exige rationalisation et efficacité. Tous les moyens sont bons pour optimiser les profits. La même logique s'impose dans les mines, qui emploient toujours plus de travailleurs. En 1830, les mineurs étaient moins de 150 000 à travers l'Europe. En 1913, on en compte déjà 2,5 millions. Les hommes extraient chaque année plusieurs centaines de millions de tonnes de charbon du fond des mines, permettant ainsi au monde du dehors de connaître progrès et prospérité.
À l'endroit où les mineurs extraient le charbon, les tâches sont exclusivement manuelles, et ce pendant tout le 19e siècle. Ce travail manuel, effectué pendant 8 heures d'affilée, était épuisant. Sans compter que l'atmosphère de la mine était chaude et humide. Les ouvriers transpiraient et perdaient beaucoup d'eau. C'était un métier extrêmement physique. À la fin du 19e siècle, les conditions de travail dans les mines sont les mêmes partout en Europe. Il n'y a alors ni protection sociale, ni contrat de travail. Les mineurs appartiennent à ce qu'on appelle le Lumpenprolétariat, c'est-à-dire la classe des travailleurs sans ressources, sans tenue de travail, sans aucune forme de sécurité. Le salaire horaire n'existe pas. Les mineurs sont rémunérés à la quantité de charbon abattu. Les porions, ou contremaîtres, inspectent les wagonnets et estiment ainsi la performance de chacun. Cela laisse évidemment la place à l'arbitraire. Si votre tête ne revenait pas au contremaître, il pouvait annuler votre wagonnet, c'est-à-dire considérer que le travail n'avait pas été fait. C'est alors toute votre existence sociale qui était en péril. C'est donc une forme de dépendance, d'injustice, d'extrême précarité qu'il est très difficile d'imaginer à notre époque. Compte tenu de ces conditions de travail pénibles, l'espérance de vie des mineurs était relativement faible. Vers le milieu de la quarantaine, les hommes étaient complètement usés. Nombre d'entre eux étaient déclarés inaptes, ce qui veut dire que des familles entières étaient précipitées dans la misère. La condition des mineurs captive l'intérêt de l'écrivain Émile Zola. Son célèbre roman, Germinal, paru en 1885, a pour cadre une cité minière du nord de la France. Il a visité une ville minière. Il a visité les habitats miniers, il a visité les corons, il est entré dans les maisons, il est entré dans les estaminets. Les estaminets, ce sont, aujourd'hui on appellerait ça des cafés, des auberges, et puis il est descendu au fond. Il est descendu au fond dans une fosse de Denain qui s'appelle la fosse Renard, et il en a saisi les principes de fonctionnement de façon tout à fait remarquable. Quand on lit aujourd'hui les 50 premières pages de Germinal, on a un exposé extraordinairement tout fumé, extraordinairement précis, des méthodes d'exploitation du charbon, des méthodes qu'on emploie pour l'extraire. C'est la première fois qu'une œuvre littéraire s'inspire de ce thème. Pendant plusieurs mois, Zola se documente sur le quotidien des mineurs. Il pousse la porte des maisons de corons. Il y voit des familles rongées par la faim et la silicose qui attaque les poumons des galibots et transforme les trentenaires en vieillards. Le romancier descend jusqu'au fond de la mine et découvre les conditions de travail inhumaines auxquelles sont soumis les ouvriers dans la course effrénée au profit. Plus encore qu'un témoignage parfaitement documenté, Germinal est un roman social, prélude à la critique qui sera bientôt faite à travers toute l'Europe des abus de la société industrielle. On travaillait pour gagner sa vie, mais on restait éternellement redevable au patron de la mine. Il pouvait vous payer une misère, et si vos conditions de travail étaient déplorables, vous n'aviez qu'à souffrir en silence. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, apparaissent partout en Europe des cités minières. Les contrats de location sont généralement adossés aux contrats de travail.
On était liés à la cité minière. Si vous vouliez faire grève pour protester contre vos conditions de travail, vous risquiez de perdre votre logement. Quand on est victime d'injustice, il est très difficile de se faire entendre quand on risque de perdre non seulement son emploi, mais aussi le toit sous lequel vit sa famille. La différence de classe entre prolétariat et bourgeoisie est immense, aussi bien en France qu'en Allemagne ou en Grande-Bretagne. 80% de la population reste à l'écart des bienfaits de la prospérité. Après les débuts de la révolution industrielle, les travailleurs vivent entassés dans des arrière-cours sans lumière et des immeubles crasseux, insalubres et froids, où la tuberculose se répand comme une peste. C'est un abîme qui sépare ceux qui rendent le progrès possible de ceux qui en savourent les fruits. Ces gens vivaient dans une société où la solidarité était pratiquement inexistante, où le sentiment même de faire corps socialement était inexistant. C'était une société de classe, stratifiée et cloisonnée. C'est ainsi qu'est né le capitalisme. La bourgeoisie a pris le pouvoir et a continué de l'exercer, sans rien redonner aux classes inférieures, sans y être obligée. Et donc, avant que la machine de la croissance n'entraîne une élévation du niveau de vie pour le plus grand nombre, il a fallu passer par d'importantes luttes sociales. C'est quelque chose qui s'observe encore de nos jours, mais aussi à toutes les époques. Pour assurer la survie de leur famille, de nombreuses femmes continuent de travailler à la mine, mais en surface. En 1865, le Parlement de Prusse a voté une loi interdisant le travail des femmes dans les parties souterraines de la mine. Il s'agissait de les protéger, en leur épargnant les tâches les plus pénibles, les températures extrêmes, la promiscuité et le risque d'accident. Le travail des femmes à la mine est donc resté très longtemps illégal en Allemagne. Ce n'est qu'il y a 5 ou 6 ans que cette interdiction a été levée, du fait d'une loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes, votée par le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie. La solidarité qui règne entre les gueules noires devient légendaire. On dépendait les uns des autres. Il fallait avoir la certitude que quelqu'un viendrait vous aider s'il vous arrivait quelque chose. Ce sentiment de solidarité était une question de vie ou de mort pour les mineurs. Il y avait un esprit de camaraderie très fort. On n'était pas juste collègues, mais camarades. Ce qui veut dire que l'on pouvait s'en remettre l'un à l'autre, les yeux fermés. Ces camarades cheminent ainsi côte à côte sur plusieurs milliers de kilomètres au cours de leur vie. Dans leur lente progression vers les veines de charbon, ils sont aidés par la force animale. Jusqu'au milieu du 19e siècle, on transportait le charbon à la force des bras depuis le front de taille, où il était abattu, jusqu'au puits par lequel il était remonté à la surface. Avec le passage à un haut degré d'industrialisation, il y avait là un goulet d'étranglement. Il a donc fallu trouver un autre moyen de transport. Et comme il n'y avait pas encore de chemin de fer souterrain, la seule solution était de remplacer la force musculaire humaine par la force animale. C'est ainsi que le cheval a fait son apparition à la mine. Les chevaux, c'étaient des camarades à 4 pattes. Ils savaient compter. Quand 2 wagonnets étaient raccordés l'un à l'autre, ça faisait un bruit. Les chevaux entendaient ça et au bout de 10 claques, ils n'avançaient plus. C'étaient des animaux très intelligents. On disait aussi que dans la carrière d'un mineur, on commençait comme garçon d'écurie et on finissait comme garçon d'écurie. C'est-à-dire quand on était invalide et qu'on ne pouvait plus rien faire d'autre. La plupart des chevaux de mine ne voient jamais la lumière du jour. Les poneys étaient souvent mieux traités que les hommes, car ils coûtaient cher.
Si un propriétaire devait remplacer un poney, c'était un investissement considérable. Quand on avait besoin de plus d'ouvriers, ce n'était pas ce qui manquait. Mais remplacer un poney, c'était beaucoup plus compliqué. Mais travailler si dur, souvent au péril de sa vie, sans jamais avoir voix au chapitre. À la fin du 19e siècle, les mineurs commencent à s'organiser et à se défendre. Sur le plan de l'ouvrier mineur et de son statut social, c'est une période extrêmement importante dans l'histoire des mines, notamment du Nord-Pas-de-Calais. C'est la naissance des syndicats qui vont naître au tout début des années 80, puisque la loi autorise les syndicats en France en 1884. Mais dans notre bassin minier, pour vous donner un exemple, les premiers syndicats miniers naissent avant. Ils naissent en 1882, en 1883, donc avant même leur légalisation. Les mineurs de toute l'Europe se fédèrent. Syndicalistes et propriétaires de mines se font face. Les mineurs se rendent compte qu'ils ont le pouvoir de faire grève. La question sociale devient un événement politique. La grève des mineurs de 1889 est le tout premier mouvement social de masse de l'ère industrielle en Prusse. Une grande partie du territoire de la Ruhr se soulève. Cette grève jouera un rôle fondateur dans le mouvement syndical des années suivantes et dans l'histoire de la social-démocratie. Ces conflits portent sur les salaires et les conditions de travail, mais aussi sur la question plus fondamentale des rapports entre travailleurs et employeurs. Le charbon sert de combustible à la lutte des classes. Partout en Europe se créent des associations et des partis de travailleurs. On voit émerger un phénomène nouveau. Le prolétariat considère sa condition sociale comme une question politique et s'organise en conséquence. Depuis cette époque, nous vivons dans un débat ininterrompu sur le visage à donner à notre société. Et la question est de savoir à quoi doit ressembler sa politique sociale et quel est le rôle de l'État. De peur de voir le mouvement dégénérer en émeute, l'Empire allemand promulgue à la fin du 19e siècle les premières lois sociales au monde. Ce modèle sera repris par plusieurs autres pays. Il formera le socle de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'État-providence. Mais les prestations sont dérisoires et ne constituent pas de protection face à la misère. L'abîme entre les riches et les pauvres perdure. La classe dominante ne veut pas aller plus loin et le spectre d'une révolution subsiste. En 1891, Guillaume II s'adresse ainsi à deux jeunes recrues. Compte tenu de l'agitation socialiste actuelle, il pourrait arriver que nous vous ordonnions d'abattre des membres de votre famille, vos frères, voire vos parents, à Dieu ne plaise. Vous seriez alors tenus d'obéir à nos ordres sans renacler. L'État reste inflexible. Les propriétaires de mines aussi. Les exploitants miniers avaient extrêmement peur et ont fait tout leur possible pour empêcher les syndicats d'exercer leur influence. C'est une politique tout à fait délibérée en Allemagne. Ils avaient l'impression qu'il suffisait d'accepter de dialoguer avec un syndicat pour que la révolution éclate aussitôt. Les syndicats, c'était le diable. Les entrepreneurs se sentent en position de force, et ils le sont. Ils ont la puissance, la performance et la force de persuasion. Ils ont l'impression d'être chez eux. Et de fait, la mine est leur fief. Ils en sont les seigneurs, et ils y imposent leur volonté. Le charbon connaît un essor d'un bout à l'autre de l'Europe. Les bassins houillers voient affluer des ouvriers étrangers. En Westphalie, ces migrants sont originaires de l'Est de l'Europe.
de Pologne et de Mazurie, région alors rattachée au royaume de Prusse. Cette migration est massive. Jusqu'en 1914, un demi-million de personnes affluent vers la Ruhr. Plusieurs centaines de milliers passeront en France par la suite. Bonjour à vous. Bonjour, chef. Alors, c'est lui le nouveau? Oui. Oui, chef, c'est lui le nouveau. Et il s'appelle comment? Andrzej Walenciak. Et t'as quel âge? Il est là, Tomasz. Il dit qu'il a 29 ans. Bon, très bien, dis-lui qu'il est pris, on l'emmène au fond avec nous. Mon grand-père est né dans un tout petit village, appelé Podwozynki. Il était fils de paysan. Andrzej voulait partir pour échapper à la ferme, où l'on travaillait dur, du matin au soir. Alors qu'en Westphalie, les mineurs faisaient leurs 9 heures, puis mettaient une cravate, enfilaient un costume et se faisaient appeler monsieur. Maintenant, c'est ce Walenciak qui nous colle au basque. J'en peux plus de tous ces Polacs. Ah, c'est vrai, il y en a de plus en plus et ils nous piquent notre boulot. Et en plus, ils travaillent pour une bouchée de pain. Franchement, c'est n'importe quoi. Mon père est arrivé avec 2 de ses frères et un oncle. Il n'est plus jamais reparti. Entre eux, mes parents parlaient polonais. Ça me mettait toujours hors de moi. Car il faut savoir qu'on se moquait de nous. On nous traitait de Polacs. Alors j'avais horreur qu'ils parlent polonais, je dois bien l'admettre. Idiot que j'étais. Comme j'aimerais savoir bien parler cette langue aujourd'hui. Les ouvriers allemands tiennent ces nouveaux arrivants à distance. Ils craignent que les Polonais ne contribuent à faire baisser les salaires déjà très faibles. Car ces migrants sont moins bien payés. Et dans certaines mines, ils représentent déjà plus de la moitié des effectifs. Ils ont pour nom Kowalczyk, Juszczak ou Szymanski. Mais pour les mineurs allemands, ce ne sont que des Polacs. Le travail ne manque pas. Mais qui aura le meilleur poste? Et qui le meilleur salaire? Quand ils ont fini leurs heures, les Polonais restent entre eux. Une société parallèle se constitue. Les immigrés perpétuent leur tradition et vont à la messe en polonais. Ils sont catholiques, dans une Prusse en majorité protestante. Les Allemands font espionner les offices religieux, craignant que les prêches n'incitent à l'agitation politique. L'image de la Ruhr comme grand creuset des cultures relève en partie du mythe. On ne peut pas dire que les travailleurs se soient fédérés. Il y avait au contraire des actes de violence entre les différentes nationalités. Et il y avait de fortes formes d'exclusion. J'en peux plus de ces sales Polacs. Faut dire qu'on peut rien en tirer. Heureusement, on en sera bientôt débarrassé. Faut rentrer chez eux. C'est vraiment une plaie. Et quand tu leur expliques quelque chose, ils comprennent vraiment rien. Ils étaient vexés, bien sûr, de voir que les Allemands les tenaient à distance. Mais ça n'était pas le plus important. Mon grand-père voulait se marier et fonder une famille. À l'époque, un Polonais ne pouvait épouser qu'une Polonaise. Il y avait trop de différences. La langue, la religion qui comptait beaucoup. Il a eu de la chance et a trouvé une femme qui était prête à l'épouser. Celle qui est devenue ma grand-mère. Les jeunes mariés étaient si heureux qu'elle n'a pas tardé à tomber enceinte. On peut dire qu'ils avaient pris un bon départ. Surtout pour des gens qui avaient immigré dans l'espoir d'avoir une vie meilleure. La mine de Consolidation, à Gelsenkirchen. C'est ici qu'est créé en 1904 le club de football de Schalke. La moitié des mineurs sont à l'époque originaires de Mazurie. Pendant leur temps libre, une grande partie de ces travailleurs immigrés jouent dans ce club qui est surnommé l'Association des Polacs. Le meilleur d'entre eux
s'appelle Ernst Kuczora. Lui aussi travaille à la mine de Consolidazione. En 1927, Léo Sauer, boucher de confession juive et mécène du club, vient le voir à la mine. Bonjour. Bonjour. Où est Kuczora? J'aimerais bien lui parler. Kuczora! Viens par ici! C'est le juif, il veut te parler. Bonjour, monsieur Sauer. Eh, bonjour, Ernst. Je suis venu te chercher. Je vais te sortir d'ici. Qu'est-ce que t'en dis, Tu sais que dans quelques années, tu ne pourras plus travailler sous terre à cause de tes poumons. Oui, mais je suis un mineur, comme mon père. Non, tu es un footballeur. Tu as même beaucoup de talent. L'association repose sur tes épaules. C'est toi l'équipe de Schalke. Viens, top là. Kuczora peut désormais se concentrer sur son jeu et l'équipe de Schalke se hisser en tête du classement national. En 1934, Schalke se qualifie pour la finale du championnat de football allemand. Lors de ce match, 8 joueurs d'origine masurienne sont sur le terrain. Face à eux, le FC Nuremberg. Le score est de 1 partout à la 90e minute. C'est alors que Kuczora s'empare du ballon. Avec Kuczora dans ses rangs, le club de Schalke sera sacré 5 fois champion d'Allemagne. Aujourd'hui comme hier, les foules communient dans l'amour du ballon rond. Et au stade du club, chaque match est précédé du traditionnel Steigerlied, le chant des mineurs. C'est un moment magique. Vous avez 45 000 petites loupiottes qui s'allument et ce chant qui monte. Salut à toi, mineur. Ça vous donne des frissons dans le dos. C'est un sentiment indescriptible. Le travail dans la mine est l'un des plus risqués au monde. Parmi les nombreux dangers auxquels les mineurs sont confrontés, le manque d'oxygène. C'est la raison pour laquelle ils emmènent des canaris en cage, plus sensibles que l'homme au monoxyde de carbone. Si l'oiseau s'effondre, c'est qu'il faut évacuer. Mais le plus grand danger reste celui des chutes de pierre ou de charbon, à l'intérieur des galeries étroites et obscures. Le soutènement aussi peut céder, condamnant les ouvriers à mourir broyés. C'est pourtant un autre danger encore que les gueules noires redoutent le plus. Un phénomène courant mais mystérieux, dont l'origine restera longtemps inexpliquée. Une énigme qui fera croire aux esprits souterrains. L'esprit qui hante la mine a un nom, le méthane. Prisonnier du charbon, ce gaz est libéré au moment de son extraction et s'accumule dans les puits. Il est inodore. S'il y a une flamme ou la moindre étincelle, c'est l'explosion. Sans compter que le sol des mines
est couvert de poussière de charbon, matière hautement inflammable. Jusqu'au XIXe siècle, un mineur célibataire ou invalide, désigné par le contremaître, est ainsi condamné à marcher seul en avant du groupe, flambeau à la main. S'il revient vivant, c'est que la galerie ne contient pas de méthane. Les archives témoignent des accidents et catastrophes survenus dans les mines à l'époque de l'Empire allemand. Si on regarde les chiffres de la période 1886-1906, qui correspond au point culminant de l'industrialisation dans le domaine de la mine, on constate qu'en 20 ans, 22 000 mineurs au total ont perdu la vie à travers la Prusse. La mine de Radboud, près de Hamm, en Westphalie. Nous sommes le 12 novembre 1908. Andrzej Walenciak vient de se faire embaucher. Les mineurs avaient la possibilité de faire des heures supplémentaires. Et à l'approche de Noël, tout le monde avait besoin d'un peu d'argent. Le fond de la mine était plein. Il y avait environ 400 personnes, plus qu'en temps normal. Il y avait suffisamment d'espace et de travail. Mon grand-père s'est porté volontaire pour rejoindre une équipe de réparateurs et avait été accepté. Il restait de la place. Toute la journée, les équipes de sauvetage essaieront d'accéder au puits. Sans succès. Le fond de la mine est livré aux flammes. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de monde à évacuer? Oui, il doit bien rester 300 personnes au fond de la mine. Juste après l'accident, 17 personnes ont réussi à s'enfuir du site. Pendant les opérations de sauvetage qui ont suivi, et qui ont commencé assez rapidement, puisque les premiers pompiers sauveteurs sont arrivés sur les lieux à 9h30, une trentaine de grands blessés a pu être secourus. La dernière tentative a été entreprise vers 16h, 16h30, et les équipes ont constaté qu'il était impossible d'aller plus loin. 15 heures se sont écoulées depuis l'explosion. Messieurs, nous devons prendre une décision très rapidement. La situation est critique. Il faut commencer par condamner toutes les évacuations. Ensuite, il faut inonder tous les étages touchés par l'incendie. Nous pourrons utiliser l'eau de la rivière. Mais il y a 300 personnes au fond de la mine. Vous voulez vraiment noyer 300 personnes? Ils sont sans doute déjà tous morts. Ça, nous n'en savons rien. Il faut inonder la mine maintenant. Sinon, ça va brûler pendant des années. Et c'en sera fini de la mine. Inondez-la. À ce moment précis, il était clair que si quelqu'un était encore en vie au fond de la mine, il allait mourir noyé à coup sûr. Pour les personnes touchées par la catastrophe et leurs proches, la direction de la mine, par sa décision, venait donc de signer un arrêt de mort. C'est une décision qui a été prise très rapidement et qui, me semble-t-il, n'a pas été comprise par la population ou par les personnes concernées. On parle de 250 femmes et de plus de 600 enfants
qui ne pouvaient certainement pas comprendre que l'on ne cherche pas à évacuer leur mari ou leur père, et qu'on s'empresse au contraire de boucher la mine pour la noyer. Les directeurs de mines et les capitaines d'industrie de la Ruhr se comportent avec leurs ouvriers comme au tout début du capitalisme. On voit que c'est un métier qui broie les hommes. Et les broyeurs, ce sont les patrons. Sur les hauteurs de la ville d'Essen se dresse le château de la famille Krupp. Visible de loin, il témoigne de l'insolente réussite de cette dynastie d'entrepreneurs. Alfred Krupp règne en maître sur plusieurs mines et aciéries. Il a été le premier à maîtriser la fabrication d'essieux de chemin de fer en acier fondu. Les 3 anneaux formant le symbole de l'entreprise Krupp sont d'ailleurs 3 essieux de chemin de fer. Ce procédé a été breveté et a servi de socle à sa réussite en lui conférant une place de leader dans le domaine ferroviaire. Mais il n'y a pas eu que cela. Il y avait aussi la construction industrielle et la fabrication de canons. Au XIXe siècle, les canons sont encore des pièces d'artillerie en bronze. Pourquoi le bronze? Parce que c'était un matériau malléable, alors que l'acier était cassant et ne résistait pas à la pression. Pour pouvoir l'utiliser, il fallait l'allier à un autre métal. C'est ce qu'Alfred a compris. Il s'est lancé dans la fabrication de ces nouveaux canons, qui étaient nettement supérieurs aux précédents modèles. Ces nouveaux armements s'illustrent dès la guerre franco-allemande de 1870. Les Krupp ne sont plus uniquement propriétaires de mines et d'aciéries, mais désormais ils produisent des armes. La période allant de 1890 à 1914 est marquée par l'une des plus importantes courses aux armements que l'Europe ait connue. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. La vieille hostilité entre voisins est à son paroxysme. Dès le premier jour, les soldats, pleins d'enthousiasme, misent sur la modernité de leur artillerie. Ils sont loin de se douter que l'engrenage va mettre en branle une machine semant la mort et la destruction dans des proportions parfaitement insoupçonnées à l'époque. Et tout cela grâce ou à cause du charbon. Il faut bien dire que le charbon, ça sert à faire la guerre. Dans la mesure où le charbon, c'est le nerf de l'industrie. Et la Première Guerre mondiale, c'est une guerre industrielle dans laquelle les hommes de chair et de sang se trouvent mêlés. Mais c'est une guerre de matériel, des canons, des obus, des chars, des munitions, des camions, etc. Et ce charbon, il devient quelque chose de vital pour tous les pays en guerre. Ce conflit est un combat inégal entre l'homme et la machine. La première guerre menée à l'échelle industrielle voit s'affronter 2 industries et 2 économies ennemies. La force destructrice entraîne un développement fulgurant des technologies modernes. C'est le côté diabolique du charbon qui entraîne la destruction de l'homme. Il ne faut jamais perdre cela de vue quand on évoque l'ère du charbon. L'Empire allemand est vaincu et en novembre 1918, une révolution éclate. L'empereur Guillaume II est contraint à l'abdication. Le régime impérial s'effondre. L'Allemagne entre dans la démocratie. Dans la période troublée qui suit, les différentes forces sociales s'affrontent sur la question de savoir
quel pouvoir donner au peuple? Les mineurs y entrevoient une lueur d'espoir. Après la période de répression associée à l'Empire, les mineurs s'attendent à un avenir meilleur dans la République démocratique, d'autant que le pouvoir est désormais exercé par les sociaux-démocrates de divers courants ou obédiences. Dans ce mouvement d'espoir, une grande vague de grève pour la socialisation des mines a lieu en janvier 1919. Par socialisation, les ouvriers entendent une nationalisation des sites et la fin du système patronal avec toutes ses vexations. Ce qu'ils appellent de leur vœu, c'est une usine plus juste. Il ne s'agit pas d'abolir le travail, mais plutôt de le rendre plus humain. Mais le nouveau gouvernement social-démocrate ne satisfait pas les attentes des mineurs. La socialisation n'aura pas lieu. Les travailleurs se sentent floués et dès l'année suivante, ils décident de prendre leur sort en main. En mars 1920, la région de la Ruhr connaît un soulèvement spontané. En l'espace de quelques jours se forme l'Armée rouge de la Ruhr. Cette faction recrute jusqu'à 50 000 soldats ou partisans. Ce sont de simples citoyens qui vont prendre un fusil pour s'opposer aux troupes de la Reichswehr. La situation est complètement folle. Les insurgés font face aux forces armées officielles et remportent une série de victoires. Et à la fin du mois de mars 1920, ils occupent la totalité du territoire de la Ruhr. Il ne leur aura fallu que 2 semaines. Mais l'État réagit et envoie des renforts de troupes. Aux unités de la Reichswehr viennent s'ajouter les corps francs, des milices proches de l'extrême droite. Cette alliance entre forces armées et corps francs est évidemment animée d'un esprit de revanche. L'armée est très vexée d'avoir été chassée de la Ruhr par une poignée de travailleurs désorganisés. Elle n'a pas digéré sa défaite et vient donc se venger en pourchassant les troupes communistes qui sont en pleine débandade et déposent progressivement les armes. Les militaires se livreront à de nombreux massacres. Le soulèvement de la Ruhr n'aura duré qu'1 mois. Après la guerre des paysans, au XVIe siècle, c'est le plus grand soulèvement armé de toute l'histoire de l'Allemagne. Il est pourtant pratiquement tombé dans l'oubli, bien qu'il ait fait plus de 1000 morts. Ce que les insurgés apprennent à l'époque, c'est que leur ennemi, c'est l'autorité. Or, à la fin, l'autorité subsiste. Ils n'ont peut-être plus de casque à pointe, mais ce sont des hommes en uniforme et des soldats. Et puis le calme revient. Les gens sont bien obligés d'aller travailler. L'économie connaît un boom, comme après chaque guerre. On a besoin de charbon pour la reconstruction. Et les mines de la Ruhr atteignent le taux d'emploi le plus élevé de leur histoire. Au-delà de la Ruhr, dans toute l'Europe, le nombre d'employés du secteur de la mine atteint son plus haut niveau historique au début des années 1920. Le continent compte alors près de 3 millions de gueules noires. Ces mineurs se battent pour leurs droits depuis plusieurs dizaines d'années, mais les acquis sont bien minces. Que ce soit en Allemagne ou dans le reste de l'Europe, aucun autre secteur industriel n'est à l'époque plus conflictuel que celui de la mine. C'est un des secteurs où les patrons sont les plus inflexibles et expriment presque toujours leur supériorité économique avec une grande arrogance. Cette catégorie sociale est assez peu agréable à côtoyer, pour les mineurs bien sûr, mais aussi pour un grand nombre de leurs contemporains.
Les archives de la Cinémathèque allemande à Berlin renferment un film consacré à ces conflits et ces dangers. La tragédie de la mine de Georg Wilhelm Pabst, tournée en 1931, s'inspire de la catastrophe de Courrières de 1906. Pabst a transposé l'intrigue en 1931 et situé sa mine à la frontière franco-allemande, ce qui n'a rien à voir avec Courrières. Mais cela lui permet de renforcer son propos, car les deux mines, dont les ouvriers vont faire cause commune, sont reliées l'une à l'autre sous terre. On y voit une grille qui marque l'emplacement de la frontière fixée par le traité de Versailles et qui va être enfoncée pour permettre aux mineurs de s'entraider. Ce film, sorti à une époque où les tensions s'attisent, est un plaidoyer pour le rapprochement entre les peuples. Il nous rappelle que la solidarité entre mineurs peut venir à bout de l'inimitié entre les nations. Les Allemands, c'est pas possible. C'est un film que j'ai vu plusieurs fois et quand on diffuse ces films, très souvent au cours de festivals, l'impact est identique parce qu'on ressent cette solidarité, on ressent l'humanité du travail des mineurs, qu'ils soient en France ou qu'ils soient en Allemagne. Allemagne. La République de Weimar n'était pas d'emblée condamnée à l'échec. On part toujours de sa faillite parce que l'on sait comment l'histoire se termine. Mais les acteurs de l'époque, eux, ne le savaient pas. Et il y a des gens comme Georg Wilhelm Pabst qui font le pari de l'amitié entre les peuples, et d'autres qui veulent faire la guerre dans un esprit de revanche. Ce sont deux camps qui se font face, et à la fin, les va-t-en-guerre sont plus nombreux. Hitler accède au pouvoir en 1933, un siècle après les débuts de l'ère industrielle. Un siècle durant lequel la vie des Européens aura connu d'importants bouleversements. L'ère du charbon a placé l'humanité devant plusieurs grandes questions. Comment exploiter son potentiel pour faire advenir un monde plus juste et apaisé? Le charbon pourra-t-il un jour tenir cette promesse? Et que nous réservent les prochaines décennies? Le charbon a fait la prospérité des États. Il a soufflé sur les braises de la lutte des classes et s'est rendu complice de la Première Guerre mondiale. Mais la véritable catastrophe reste encore à venir pour l'Europe. Le combat continue. L'ère du charbon entre dans une nouvelle phase, plus dramatique encore.